Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est à 20h15, Mohamed Sifawi, journaliste et politologue, auteur de l'ouvrage Hamas plongé au cœur du groupe terroriste qui est sorti en août dernier, est avec nous. Bonsoir Mohamed Sifawi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Évidemment, on voulait vous entendre. On voulait vous entendre parce que il s'est passé des choses très importantes. C'est vrai que la mort du chef du Hamas est un tournant. Et je vais vous poser la question. Yahya Sinwar, tué par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Est-ce que, selon vous, c'est un coup fatal porté au mouvement terroriste qui reconnaît que son chef est mort, mais qui a répondu en disant qu'il ne laisserait pas tomber les armes. Quel est votre regard ? Est-ce que c'est un coup fatal selon vous ? Alors, soyons très clairs, c'est une bataille perdue, une bataille importante qui est perdue, mais ce type d'organisation terroriste a toujours su résister à la disparition de ses leaders. Il faut rappeler qu'en 2004, en l'espace d'un mois, l'aviation israélienne avait liquidé à la fois le fondateur de l'organisation terroriste, en l'occurrence le cheikh Ahmed Yassine, et un mois plus tard, ils avaient réussi à tuer son successeur, le cheikh El-Rantisi. Donc, malgré tout, le Hamas a continué d'exister, sa toxicité a continué d'exister, et même à monter en puissance. En vérité, ce que beaucoup de commentateurs, et je le regrette, y compris parfois des responsables politiques, ne comprennent pas, c'est que il est erroné de lier la vie d'une organisation terroriste comme le Hamas à la vie de certains de ses dirigeants. En vérité, la force du Hamas est liée au territoire qui est contrôlé par cette organisation terroriste, et de mon point de vue, l'objectif militaire ne sera atteint par les Israéliens que lorsque l'appareil militaire sera totalement détruit, que lorsque les tunnels seront en grande partie détruits, et enfin lorsque le Hamas ne sera plus en mesure de jouer un quelconque rôle politique dans l'échiquier palestinien. Ce n'est qu'à cette condition qu'on dira qu'Israël a véritablement gagné la guerre et que le Hamas a perdu. Parce que si on fait l'erreur de considérer qu'à travers l'élimination de Yahya Sinwar, qui était un élément important, évidemment, dans l'organisation, ce serait le synonyme de fin de guerre, on fait une erreur qui profitera à la fois au Hamas, mais aussi, surtout, à son principal sponsor, en l'occurrence, la République islamique d'Iran. Mais expliquez-nous, Mohamed Sifawi, pourquoi alors le Premier ministre israélien annonce que c'est le début de la fin de la guerre à Gaza ? Alors, les mots ont un sens. C'est le début de la fin, parce que le Hamas vient de perdre un leader important, mais encore faut-il comprendre que la fin de cette guerre n'interviendra, comme je vous l'ai dit, que lorsque tout l'appareil militaire sera détruit. Mais ça va prendre combien de temps, Mohamed Sifawi ? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans... C'est pas quantifiable. Je ne vais pas rentrer, mais objectivement, si l'objectif militaire est porté jusqu'au bout, on n'aura pas une situation stabilisée dans toute la région avant 2026 ou 2027. C'est ce que les Occidentaux ne veulent pas entendre. Mais je dirais, il y a une anomalie dans l'attitude des principaux alliés d'Israël, en l'occurrence la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France. C'est finalement, ils n'accordent pas à Israël la légitimité qu'ils s'accordent eux-mêmes. Lorsqu'au lendemain du 11 septembre, à juste titre et de façon légitime, les États-Unis ont lancé leur guerre contre les talibans et Al-Qaïda, personne n'a dit qu'il fallait inscrire cette guerre dans le temps. Il a fallu véritablement affaiblir considérablement l'appareil militaire des talibans et celui d'Al-Qaïda pour que cette guerre, finalement, soit arrêtée. Idem, lorsque la France a lancé sa contre-offensive contre Daesh, il a fallu que le proto-État Daesh ne puisse plus être en mesure de contrôler le territoire irako-syrien pour que la guerre prenne fin. Donc, de la même façon, Israël est totalement légitime à aller jusqu'au bout de ses objectifs, c'est-à-dire faire en sorte, et c'est totalement raisonnable et légitime au regard à la fois de la dangerosité de cette organisation, de la dangerosité de l'agenda de son principal sponsor, comme je le disais, la République islamique d'Iran, mais aussi au regard de ce qui s'est passé le 7 octobre. On ne peut pas dénier aux Israéliens le droit que se sont accordés toutes les grandes puissances occidentales lorsqu'elles ont été visées par le terrorisme islamiste. Et ce qu'il faut savoir aussi, et peut-être rappeler aux auditeurs d'Europe 1, je vais parler sur votre contrôle, c'est que le Hamas est une branche
de l'Organisation des Frères musulmans, qui sont très actifs en Europe et en particulier en France. Alors, très précisément, le Hamas est une émanation de la pensée des Frères musulmans. Et si vous voulez, à mon modeste niveau, je suis extrêmement ferme sur ce sujet, c'est parce que les islamistes ont toujours utilisé des moments de victoire, même symboliques, pour créer des moments de mobilisation. La naissance de la République islamique d'Iran en 1979, ça a été un grand moment de mobilisation. L'assassinat du président Sadat en 1981, ça a été un grand moment de mobilisation islamiste. La victoire sur l'armée rouge par les moudjahidines afghans, ça a été un grand moment de mobilisation. Il ne faudrait pas que le Hamas ou le djihad islamique ou le Hezbollah puissent remporter même pas une victoire symbolique sur Israël, parce qu'Israël, c'est l'allié de l'Occident, et une victoire de l'islamisme contre Israël, ça mobiliserait, et ça serait un grand moment de mobilisation pour la mouvance islamiste internationale, et il y aurait des répercussions et des conséquences, y compris sur les pays occidentaux. Il ne faut pas l'oublier. Et je le dis de façon extrêmement rationnelle et très calme. C'est la raison pour laquelle je crois que beaucoup de responsables occidentaux sont en train de plier et sont quelque part terrifiés par la réaction et les pressions des opinions publiques, souvent manipulées par le narratif du Hamas, lui-même porté par des courants, notamment d'extrême gauche et de la gauche populiste, et de tous ces courants wokistes qui tentent justement de faire pression sur les alliés d'Israël pour que cette guerre cesse. Mais posons-nous la question, si la guerre cesse demain, a priori, et nous sommes tous majoritairement pour la paix, est-ce que pour autant Israël aura la paix? La réponse est non, parce que une guerre qui cesserait aujourd'hui permettrait de reconstruire le Hamas, permettrait de reconstruire l'arsenal militaire du Hamas, permettrait à l'Iran de continuer de fournir le Hamas et le Hezbollah en armes et en munitions, et cela va préfigurer incontestablement la prochaine attaque que subirait le territoire israélien. Le territoire israélien, et par extension, peut-on dire également ici chez nous en Europe, où c'est décorrélé selon vous? Écoutez, il y a une réalité, c'est que aujourd'hui, on verra après la riposte israélienne contre l'Iran, qui aura vraisemblablement lieu dans quelques jours ou dans quelques semaines. Il y a une réalité qu'on oublie souvent, c'est que les Iraniens sont les vrais chefs, si j'ose dire, à la fois de ces organisations terroristes, mais aussi les champions mondiaux de la guerre asymétrique et du terrorisme d'État. L'Iran, on le sait, à travers ses relais, notamment ceux du Hezbollah, mais aussi avec certains relais qu'ils recrutent dans certains pays occidentaux, ils peuvent attenter ou à des intérêts israéliens ou à des intérêts de la diaspora juive en Occident, et donc qu'il y ait des conséquences à court, à moyen ou à long terme, ça ne fait aucun doute à mes yeux. Donc, si vous voulez, c'est une guerre que doivent opposer et assumer les démocraties, toutes les démocraties, contre finalement la mouvance islamiste. Vous savez, je vais résumer ça en quelques mots. Mais est-ce qu'on en a conscience, Mohamed Sifaoui, quand on voit la réaction peut-être de notre chef de l'État, Emmanuel Macron, qui appelle à beaucoup de mesures, qui a eu des mots, on y reviendra tout à l'heure avec Véronique Jacquier et Philippe Guibert à propos d'Israël. Est-ce que les leaders occidentaux ont conscience de ça, ou est-ce qu'ils se voilent la face? Je pense que... Et pourquoi se voilent-ils la face? Si vous avez une explication, ce serait bien pour les auditeurs d'Europe 1. Je vais vous donner l'explication que je peux en tirer à titre personnel, avec un peu de recul. C'est de considérer, et c'est une erreur monumentale, que la guerre contre le terrorisme que mènent les Israéliens ne serait que le problème des Israéliens. En vérité, les Israéliens mènent une guerre contre le terrorisme islamiste qui est aussi celle de tous les démocrates et de toutes les démocraties. Au même titre que l'antisémitisme n'est pas un problème pour les Juifs, la guerre contre le terrorisme islamiste, y compris lorsqu'il est incarné par le Hezbollah, par le Hamas ou par la République islamique d'Iran, ce n'est pas uniquement le problème des Israéliens. Le jour où les dirigeants occidentaux comprendront ça et l'assumeront, parce qu'en vérité, il faut faire le distinguo entre ce qu'ils comprennent, ce qu'ils font. Ils restent des alliés stratégiques d'Israël, mais ils n'assument pas ça devant leurs opinions publiques, et je pense que les opinions publiques doivent recevoir une pédagogie nécessaire quant aux enjeux qu'il y a autour de cette affaire. Les enjeux, je vais les résumer en quelques mots, si vous me le permettez. La République islamique d'Iran est en train d'encercler deux pays qui sont deux alliés de l'Occident. D'un côté Israël, de l'autre côté l'Arabie Saoudite, en créant un arc chiite qui est un arc de la terreur, qui est composé d'un côté des Houthis au Yémen, du Hezbollah
au Liban, d'une cinquantaine de milices chiites armées financées par l'Iran en Irak, d'une quinzaine de milices chiites financées et armées par l'Iran toujours en Syrie, et évidemment du djihad islamique et du Hamas sur la bande de Gaza. Et tous ces gens-là, tous ces terroristes, tous ces groupes de la terreur ont un seul objectif, c'est de faire en sorte de porter une guerre par procuration que mène la République islamique d'Iran et ses mollahs contre un certain nombre de pays dans une optique d'hégémonie à la fois sur le territoire moyen-oriental, mais au-delà pour, je dirais, imposer un point de vue qui est le point de vue de l'islam politique et in fine pour essayer de gagner du temps et d'acquérir évidemment la bombe nucléaire. Est-ce que c'est dans l'intérêt des Occidentaux de laisser un régime aussi totalitaire, un régime voyou, un État terroriste disposer d'une arme nucléaire? Je ne le pense pas. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à affaiblir la République islamique d'Iran en détruisant la capacité militaire de tous les proxys qui sont les siens, et ce sont ceux que j'ai cités, en l'occurrence les Houthis, le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah et toutes les autres milices qui sont ici et là. Mais Mohamed Sifaoui, une chose encore. Je voudrais que vous expliquiez, selon vous, pourquoi Emmanuel Macron, quand on entend effectivement ce que vous dites, Israël est en train de faire le travail en fait des démocraties occidentales. Si l'on prend notre chef de l'État, je vous repose la question, pourquoi selon vous Emmanuel Macron est dans cette posture et appelle à la paix? Comment vous expliquez comment la réaction du chef de l'État face aux actions d'Israël? Je pense que le président de la République est très mal à l'aise par rapport à ces sujets. Sur le plan intérieur, il a toujours été très mal à l'aise par rapport à la question de la laïcité, la lutte contre l'islam politique. Et pourquoi? On a vu qu'il y a eu des retards à l'allumage. D'abord, ce n'est pas sa fibre idéologique. Il ne comprend pas énormément les choses, ou il les comprend vraiment à sa manière. Et sur le plan international, il faut le reconnaître, il se vautre totalement sur plusieurs sujets. Et sur ce sujet, il a été dans une incohérence extraordinaire. C'est-à-dire, on est parti d'une déclaration faite quasiment le lendemain du 7 octobre 2023, où il appelait à une coalition internationale pour essayer de faire pression aujourd'hui sur les Israéliens, leur demander d'arrêter la guerre sans délai. Ça n'a pas de sens, puisque au moment où il annonçait une coalition qui n'avait pas de sens en réalité dans l'état actuel des choses, il montre l'étendue de l'incohérence qui est la sienne, et en vérité, il montre rien d'autre que c'est en vérité un homme de communication plus qu'un homme d'action et un homme d'État conscient des enjeux auxquels les Français sont aussi impliqués. Et d'ailleurs, c'est cet apoprisme, si j'ose dire, qui fait perdre à la France son influence à la fois sur le continent africain et sur le Moyen-Orient. La voix de la France est très peu écoutée aujourd'hui, malheureusement, il faut le regretter. Et l'un des rares pays où la France a encore de l'influence, c'est le Liban. Or, la France ne joue pas son rôle au Liban parce que, justement, son rôle, c'est d'accompagner une transformation de l'échiquier politique libanais en profitant justement de l'état d'affaiblissement dans lequel se retrouve aujourd'hui le Hezbollah. Merci infiniment Mohamed Sifaoui, journaliste politologue, auteur de l'ouvrage Hamas plongé au cœur du groupe terroriste des éditions du Rocher qui est sorti en août. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 dans Europe 1 Soir Week-end. On va débriefer effectivement de cet entretien avec Philippe Guibert et Véronique Jacquier. On reparlera aussi de la colère d'Emmanuel Macron dans un tout petit instant. Grosse colère sur après les mots qui ont été révélés par les journalistes et les ministres du chef de l'État. On va en parler.